Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette rubrique que vous connaissez bien, Taxiphone Premium. Vous le voyez certainement déjà sur ces images. Il y a un peu de tennis là derrière. On est au Tennis Club de Genève, Parc des Eaux Vives. Alors qui mieux que Marc Rosset pour illustrer évidemment ce Tennis Club de Genève, Parc des Eaux Vives. On va parler. Bonjour Marc, merci beaucoup d'être avec nous. On va monter peut-être dans le taxi parce que le but, Marc, c'est de faire un petit tour comme ça de taxi. On va discuter depuis le taxi. On va laisser monter mon ami Benoît en priorité qui va faire une marche arrière. On peut quand même dire au revoir à Donato. On peut quand même dire au revoir à Donato qu'on va retrouver dans un instant après cette interview. Merci Donat. Voilà, je te laisse prendre place. Moi, je vais monter en premier peut-être parce que c'est vrai qu'il y a des grandes jambes qu'il va falloir caser dans ce Taxiphone Premium. On est bien là. Ben, ça va, on est quand même bien. Hein. On est complètement à l'aise. Moi, j'ai envie de dire que c'est une bonne pub pour le Taxiphone Premium. Ça veut dire que même quand on fait 2 mètres, on arrive à être complètement à l'aise. Marc, on va parler forcément de tennis avec toi. On va parler de ce tournoi qui renaît à quelque part hein, pour l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle. On va parler de plein de trucs, de Roland Garros, des grands chelems, de Federer. On a quelques sujets comme ça à traiter rapidement. Avant ça, moi, Marc, j'aimerais juste savoir comment est-ce que toi, de ton côté, tu as vécu ce Covid qui a quand même été assez perturbant pour tout le monde. Hein. Comment est-ce que tu l'as vécu ? J'ai vécu, on a fait avec, je veux dire. T'es resté chez toi, t'as joué le jeu, cloîtré, tu sortais avec ton masque pour aller à la Migros. Non, je sortais pour aller faire un peu de vélo, pour faire un peu de sport, pour changer des idées. Prendre l'air. Voilà, je pense que c'était une situation un petit peu spéciale, mais ça va. Honnêtement, j'ai pas souffert de solitude, j'ai pas souffert de. C'était un peu anxiogène de regarder les news, je dois l'avouer. Assez. Donc à un moment donné, j'ai vite arrêté de regarder les news parce que tu as l'impression que le virus allait pratiquement sortir de ta télé. Et non, ça a été. Franchement, je pense que moi, je peux pas me plaindre de ma situation. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont perdu des gens, des proches, certains qui ont perdu des boulots, des business. Donc honnêtement, loin de moi de me plaindre de cette situation, de comment je l'ai vécu. Alors Marc, très franchement, la plupart des gens sont restés un peu couchés sur le canapé, ont eu l'occasion de prendre 2-3 kilos pendant qu'on y est. Alors toi, ça a été exactement le contraire, si je peux me permettre, pardon, mais... 19 Ouais. 19 kilos. Alors ça c'est quoi Marc? C'est le Covid ou c'est tout d'un coup l'envie de te dire allez on va se reprendre un peu? Un jour je me suis pesé et j'ai pas aimé le chiffre que j'ai vu donc je me suis dit que j'allais me reprendre quand même un peu en main. Et ça c'était avant ou pendant le Covid? Non, ça a commencé au mois de novembre donc. Ah voilà. Okay. Donc voilà, après pendant le Covid c'est sûr que c'était un petit peu plus compliqué mais disons que voilà ça va. J'ai envie de perdre encore quelques kilos et c'est un challenge. Et là, pardon, on va pas rentrer dans un régime alimentaire à la Henri Lecomte, mais non, mais c'est sympa, c'est intéressant. Non, j'ai été voir une diététicienne, j'ai discuté avec elle, j'ai expliqué ce que je mangeais. Et en 5 minutes, le cas était réglé. J'ai arrêté certains trucs. Je vivais un peu d'une manière, je pouvais manger à n'importe quelle heure, même très tard le soir. Et donc j'ai essayé un peu d'optimiser, on va dire, ma façon de m'alimenter, de manger à des horaires un petit peu plus réguliers. Changer certains, de ne pas manger des chips, puis manger des grissini, des conneries comme ça, mais c'est pas un régime, j'ai pas fait un régime, j'ai juste essayé de manger un peu plus varié qu'avant. Marc, ce qui a manqué quand même, et je sais que ça t'a manqué, c'est quand même un peu ce manque de sport à la télé. C'est vrai que tout d'un coup, ça fait drôle, on n'est pas habitué. Là, je parle du sport en général, évidemment le tennis en particulier, on va y revenir, mais c'est vrai que les petits matchs de foot comme ça, des fois, du mercredi soir, les petites Champions League, le petit match du Servette du dimanche après-midi, ça, c'était assez perturbant et du coup, il n'y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Ouais, disons moi, le coronavirus, si tu veux, ça a commencé, je crois, le 15 mars. Oui, c'est ça, 16, 17, je revenais de Russie et puis par rapport à mon programme tennistique, en mars, c'est pas que je travaillais avec les RTS ou pour le tournoi de Genève, donc ça changeait pas vraiment énormément ma façon de vivre ou mon emploi du temps. Mais disons que c'est clair que quand tout c'était Roland Garros et que c'était annulé, puis que ou le tournoi de Genève et que c'est la semaine du tournoi de Genève et tu te dis là normalement je suis un tournoi, tu te rappelles les éditions passées, tu te rappelles c'est comme s'il y a un mort, hein, c'est là où ça a été le vide il s'est fait sentir à ce moment-là, l'annulation de Wimbledon aussi, c'était voilà, c'était des trucs. Puis après, effectivement, moi j'adore le sport, mais tout sport confondu. Hein, oui, je sais bien, le hockey, le foot, tous les Jeux Olympiques, c'est mes 2 semaines
de plaisir. Donc ouais, effectivement, ça manquait pas mal de choses. Marc, toutes ces annulations, alors on parle surtout de Roland Garros qui a été repoussé du reste, tout ça, justement. Toi, tu trouves, évidemment, c'est normal, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas jouer un tournoi dans ces conditions. Maintenant, on va revenir après au tournoi de Genève, évidemment, où tu es directeur sportif. C'est important, changement de partenaire entre-temps. Donc, c'est plutôt du plus qui s'annonce, en tout cas, quelque chose de positif. Ces grands chelems, pour parler d'eux, qui ont été repoussés, qui vont maintenant être joués à huis clos, avec des conditions d'hygiène complètement dingues, où les joueurs vont être contrôlés 4 fois par jour au niveau température. Enfin, il va y avoir des distances. Comment tu le vis, toi? Est-ce que tu aurais... Enfin, Dieu merci, toi, t'es... On l'a dit tout à l'heure, nous, on était dans la période SIDA, c'était pas plus rigolo, mais maintenant, on est dans la période Covid. Donc, honnêtement, je suis assez partagé parce que le sport en général, sans spectateurs, j'ai essayé de regarder 2-3 matchs de foot. Ça a déjà commencé avec ce match Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund à huis clos. J'ai presque envie de dire que j'aime tellement le sport que je peux pas regarder un sport à huis clos. Il manque quand même un truc. Il manque, je veux dire, si tu regardes les grandes finales en Federer-Nadal, du Nadal-Djokovic, les grands matchs à Roland-Garros, à Wimbledon, c'est quand même le public qui fait la différence. Souvent, c'est 5 partout, 30 le gars qui sauve, ou Nadal quand il gagne, il bat Medvedev à l'US Open. Le public peut faire changer le cours du jeu. Bien sûr, donc j'aime tellement le sport que si tu veux, j'ai de la peine à regarder un sport à huis clos. Maintenant, pour le tennis, par rapport à l'US Open, Roland Garros, je crois qu'ils vont jouer les spectateurs. Bon, après, c'est toujours... Il faudra attendre. En tout cas, le président de la Fédération française qui a dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'il ne pensait pas faire un tournoi à huis clos. L'US Open, pour l'instant, au début, ils étaient vraiment... ils voulaient faire des charters pour que les joueurs prennent certains avions. C'était très... Joueurs contrôlés, contraignant, ce que je peux comprendre. Maintenant, certains joueurs auraient la possibilité de ce que j'ai lu, je crois que c'était hier ou avant-hier, de peut-être louer une maison et pas forcément d'être à un hôtel à JFK près du site. Puis on est quoi, le 19 juin et le tournoi il est fin août. Donc d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses, j'espère en bien, mais il peut aussi se passer quelque chose de négatif. Et donc c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes parce que personne ne sait, et en tout cas moi je suis pas un expert de ce genre de choses, donc je peux pas vraiment faire la moindre prédiction sur quel sera. Mais c'est clair que ça va être dur, il n'y aura pas de qualification, je trouve que c'est assez dommage. Tableau de double restreint. Est-ce que les meilleurs joueurs auront envie de jouer dans ces conditions-là? Je veux dire, est-ce qu'on peut demander à Djokovic d'aller à Nadal d'aller faire un tournoi du Grand Chelem sans leur staff? Je veux dire, juste avec un coach. Alors je peux comprendre que bien sûr pas des parties d'entraînement ou des mauvaises. Ouais, je peux comprendre que pour les joueurs, bien sûr, les joueurs qui sont 50 ou au-delà, eux, ils ont besoin de jouer les tournois du Grand Chelem parce qu'il y a beaucoup d'argent, ça leur permet de sauver un peu la saison financièrement, de peut-être marquer quelques points. Donc eux, forcément, il y a un réel besoin. Je veux dire, quand Djokovic a gagné 120 millions de dollars de prize money, il n'y a pas le même besoin qu'un joueur qui est 150. Mais donc voilà, j'ai envie de dire que le circuit est un petit peu partagé parce qu'il y a les tout grands champions qui, je peux comprendre, pour eux c'est quand même compliqué de se dire est-ce que Federer, s'il avait joué l'US Open sans sa blessure, est-ce qu'il peut voyager sans sa femme, sans son entraîneur physique, il ne voit pas ses enfants pendant un mois, des choses comme ça. On ne peut pas demander ce genre de choses à des joueurs qui ont gagné autant. Puis d'un autre côté, les autres joueurs, eux, ils sont morts de faim parce qu'ils ont besoin de cet argent, ils ont besoin de ces points ATP. Donc c'est vraiment un tennis à deux vitesses. Faudra voir, il faudra voir. Toi, par exemple, si on arrivait à faire un petit retour en arrière, allez, toi, Marc Rosset, comme joueur, tu aurais vécu cette période comment? C'est dur, tu peux pas rater ces tournois, tu les aurais joués, mais un peu le... Honnêtement, je sais pas, ça dépend où tu en es dans ta carrière, ça dépend combien de grands chelems tu as joué, le classement, le truc. Ton classement, tout ça. Federer pas blessé, est-ce que Federer joue pour que gagner un grand chelem? Est-ce qu'il joue pour gagner un grand chelem, vendre du monde en battant les meilleurs? Toi, il y a des sources d'inspiration. Je pense que l'inspiration pour les meilleurs de jouer devant un stade plein, des choses comme ça, c'est aussi énorme. Alors après, dans d'autres sports, et j'ai plus l'impression que ces tournois où c'est comme pour le foot, c'est quand même, il ne faut pas se voiler la face, c'est une façon de boucler la saison pour toucher les droits télé, sauver les sponsors, parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Mais est-ce que les joueurs qui n'en ont pas besoin, voilà, c'est toujours pareil. Il y a les clubs de foot qui ont besoin d'avoir les rentrées des contrats télévisés. T'as l'US Open, ils ont même refusé à un moment donné d'aller à Indian Wells parce que Chase Manhattan, qui est le sponsor principal, voulait pas délocaliser le tournoi.
Donc forcément, il y a des conflits financiers. Puis il faut essayer de trouver un peu une situation qui soit un petit peu, on va dire, fair pour tout le monde. Ce tournoi de Genève qui aurait dû avoir lieu du reste au mois de mai, dont est le directeur sportif, qui va être du reste reconduit l'année prochaine. Un mot, Marc, c'est une bonne nouvelle. Hein. On va dire que c'est un nouveau banquier pour pas trahir des grands secrets. Hein. Cette fois-ci, c'est Gonnet qui prend la place de la banque Eric Sturza. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc? C'est juste un changement comme ça, on va faire un copier-coller. Est-ce qu'on peut s'attendre à partir du moment où il y a un nouveau sponsor égale nouveau type de tournoi? Non, de toute façon, on reste dans du 250 ATP. C'est un petit miracle. Hein. C'est une bonne bouffée d'air. Il faut dire les choses. Voilà, avec l'arrêt du partenariat avec la banque Sturza, forcément, on se retrouvait dans une situation plus que compliquée. Tu es en plein Covid-19. Ouais, tu sais que, la situation économique ne va pas être vraiment au beau fixe. C'est dur d'aller chercher du sponsoring déjà en temps normal, même à Genève des fois. Donc tu te dis, post-Covid, ça va être compliqué d'aller chercher certains montants. Et c'était vraiment un petit miracle avec la banque Gonnet qui a contacté le tournoi et qui était intéressée. Donc ça prouve aussi que le tournoi avait une certaine légitimité à Genève et que ça intéressait les gens parce que, encore une fois, ça s'est fait assez rapidement sans que les parties se rencontrent. Ça s'est fait plus au téléphone et non, forcément, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Puis moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai remercié Nicolas Gonnet parce que c'était même pas en tant que directeur sportif, c'était plus en tant qu'amateur de tennis, de savoir qu'il va avoir encore du tennis qui va continuer. Il suit le tournoi depuis qu'il est tout petit. Oui, mais qu'il va avoir du tennis à Genève. Moi, ma priorité, alors je remercie bien sûr Eric Sturza pour ce qu'il a fait, parce qu'il nous a aidé énormément les années passées. Et puis là, d'avoir un nouveau partenaire, ça permet qu'il y ait toujours du tennis à Genève. C'est ça qui est important. Marc, on va terminer. On est obligé de parler, enfin on n'est pas obligé, mais c'est vrai que c'est important de Federer, parce que là aussi, il y a beaucoup de position par rapport à son choix qui n'est que le sien, du reste d'arrêter, mettre en tout cas un terme à sa saison. D'abord pour toi, est-ce que c'est un choix? Ben oui, dans le contexte, je pense pas qu'il doit avoir beaucoup de regrets parce que jouer sans personne, je pense pas que ça l'aurait beaucoup amusé. Et puis alors maintenant, évidemment, la deuxième question, mais tu la vois venir, c'est est-ce qu'à partir de là, raisonnablement, Roger peut repartir avec 40 ans l'année prochaine, avec plus de tournois depuis une année? L'autre fois, on a eu Heinz Guntart qui n'a pas trop osé se mouiller sur la RTS et qui a quand même émis quelques doutes quant à son retour en disant ouais, ça va pas être simple. Toi, ton avis, c'est lequel? Moi, mon avis, c'est que... Je sais que tu es très professionnel, mais c'est pas un reproche. Non, hein, c'est pas... Non, mais c'est bien. Hein, on se remet chaque année, tous les 2 ans. Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Ça fait plus, depuis 2013 même. Je crois que dès qu'il y a une blessure de Roger, on se pose la même question. C'est la fin, il ne va jamais revenir. C'était la même chose avec Nadal, ça a été la même chose avec des grands champions. C'est clair que 2 opérations l'une après l'autre au genou, même si c'est des petites arthroscopies, c'est compliqué. Maintenant, ce qui plaide, j'ai envie de dire, peut-être à un comeback de Roger, et j'y crois vraiment, c'est que, en fin de compte, c'est pas qu'il rate une saison complète avec Novak Djokovic et Rafael Nadal qui, eux, ont joué 10 mois d'affilée et que le wagon a avancé et que toi, tu es sur le quai de la gare et tu dois le rattraper. Là, tout le monde est à l'arrêt. Personne n'a joué. Donc, en fin de compte, il risque de rater. Il faudra voir la position de Novak Djokovic, de Rafael Nadal par rapport à la tournée aux États-Unis, par rapport à la tournée américaine au mois d'août aux États-Unis, par rapport à Roland Garros. Après, la saison au mois d'octobre, c'est l'Asie. Quelle sera la situation au mois d'octobre? Est-ce que toujours du Covid? Est-ce qu'il y aura est-ce que c'est quelque chose de saisonnier, tout ça? Donc, en fin de compte, il risque de rater 2-3 mois de compétition par rapport à ses principaux, on va dire, rivaux. Mais là, tu le sens qu'il continue. Ouais, il s'entraîne, il fait pas. Maintenant, là, il est en pleine. Écoute, il a 20 ans. Il gère comment ces gens-là? Il a 20 ans de circuit. Il a 20 ans de circuit. Il a déjà raté 5-6 mois. Il avait fait un retour incroyable en Australie. Passer une année peut-être avec sa femme, ses enfants à la maison. Peut-être qu'il va se dire c'est cool, on peut continuer.
aussi. Non, mais pas ce risque. ça peut aussi le ressourcer d'une manière extraordinaire. Je veux dire. Il y a les deux cas de figure, honnêtement. Bien il y a sûr. le fait qu'ils puissent Mais se moi, dire, tiens, moi, franchement, je me vois mal dire, voilà, non, c'est fini. Je veux dire, ces mecs-là, ils sont toujours capables de faire des choses assez incroyables. Que ce soit les... Il y a Connors, hein, il avait joué. Connors, ça fait demi-finale à l'US Open à 39 ans et est perdu contre Jim Courier. Bon, il n'y en a pas eu qu'un. Il y a eu Ken Rosewall, mais ça, c'était il y a 152 ans. Mais après, non, je vois pas pourquoi il faudrait enterrer Roger Federer. Pourquoi il peut rebondir? Voilà, c'est ça la question. Parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est une saison qui est quand même compliquée pour tout le monde. Je veux dire, si on regarde Nadal, si on se projette sur Roland Garros, Nadal, il va jouer à Roland Garros, ce sera fin septembre, octobre. Autant dire que les conditions de jeu à fin septembre, début octobre, le rebond, il ne va pas être à 2,50 m et je pense qu'il va plutôt être à hauteur de hanche, suivant les conditions météorologiques. Et c'est un tournoi qui pourrait bénéficier à Novak Djokovic, alors que chaque année, c'est quand même Nadal qui part. Donc c'est compliqué. Je veux dire, la préparation de cette fin d'année où il risque de jouer, c'est Rome, Madrid et Roland Garros à la suite. C'est ça. Donc forcément, ils ne pourront pas faire tous ces joueurs jouer tous les tournois, ils vont devoir choisir. Donc voilà, Rod il va rater 5-6 tournois par rapport à d'autres joueurs. Et après, on ne sait pas, suivant comment la situation évolue, peut-être qu'il décidera de faire des exhibitions en fin d'année. Je veux dire, s'il a envie de faire 5 exhibs pour se mettre en route en fin d'année, ce sera assez facile pour lui de les organiser. Et je pense que ce sera assez simple pour lui de trouver des adversaires. On va dire que c'est un peu comme dans James Bond, les légendes ne meurent jamais. Quoi. Voilà, c'est un peu Roger. Bien sûr qu'un jour, il y a bien une fois où il va nous dire peut-être dans une vraiment, année, tu me reposeras la même question, puis je te dirai toujours que non, c'est possible. Puis que là, il dira non, les gars, c'est plus possible, c'est fini. Il aura 48 ans d'ici là. On va tous mourir un jour. Roger arrêtera de jouer au tennis, forcément. Mais c'est pas moi. Et puis il a cassé toutes les statistiques. Il peut continuer avec l'âge. Hein, maintenant avec son tennis, et quand tu regardes la façon dont il joue, la façon dont il se bouge. Non, il a l'air encore tout à fait apte à jouer cette année, effectivement. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une année en arrière. Mais c'est tout d'un coup ce manque de compétition, tout d'un coup plus envie justement de prendre d'autres habitudes et de se dire. Moi, je lui ai parlé 2-3 fois. Il est ultra motivé, il fait son programme avec Paganini. Ok. Il s'éclate, je veux dire. C'est un type qui aime le tennis. Autrement, il aurait déjà arrêté il y a quelques années. C'est ça. Et puis j'ai envie de dire surtout, c'est que voilà, il y a une année, c'est douloureux ce que je veux dire, mais il y a une année, à quelques semaines près, il menait 40-15, il avait 2 balles de match pour gagner Wimbledon contre Djokovic. Donc je pense pas qu'en une année, il a perdu son tennis ou l'envie de jouer. Sûr que non. Marc, on termine vite avec toi. Toi, ton programme comme ça, tu es dans les startings, ça doit te manquer la RTS, parce que c'est vrai que c'est sympa. Roland Garros, bien sûr, ça m'a manqué. Je vais retrouver ça, Wimbledon, tout ça. Bien sûr que c'est des rendez-vous qui manquent. C'est sympa de revoir les anciens copains du circuit. Tu vas être fidèle, tu continues, bien on sûr, compte sur toi. S'ils veulent de moi. S'ils me font toujours confiance et qu'ils ont toujours envie de moi. Ça m'a échappé, j'ai dit au secours. Mais non, mais moi c'est un truc qui m'éclate. Je veux dire, il y a une bonne équipe. Franchement, j'ai énormément de plaisir. Et je profite de dire que tu le fais super bien. Tu es un véritable bol d'air frais sur cette RTS. J'en sais rien. Je l'assume. Moi, c'est moi qui le dis, Marc, c'est pas toi. Le tennis attractif tu le rends bien attractif. Simple pour les gens quand ils regardent les matchs, c'est mon but. Alors moi je dis qu'une chose, continue Marc, s'il te plaît. Voilà, en tout cas moi je te remercie d'avoir fait ce petit tour comme ça. Merci Slim, t'es cool. Merci. Slim, merci beaucoup. Et puis Slim, on va rappeler. Slim il conduit bien, je dois avouer. Parce que des fois t'es un peu... Non, on est vachement bien, Et Slim, non. C'est quoi, c'est 453 425, ok, bon. Ok, donc c'est bon Slim. Ouais, merci Slim. Et puis Slim, il aime assez dire que malgré que c'est un grand taxi dans lequel on est super bien, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est peut-être un autre tarif. Eh bien, Slim, c'est pas du tout le cas. C'est exactement le même prix. Je crois que c'est important de le dire, peut-être de nos jours. C'est le même tarif qu'un taxi normal. C'est super bien. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir d'être avec Marc. Et puis Marc, pendant ce temps, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on se connaît avec Marc, mais je crois que c'est vraiment la première fois qu'on était dans un taxi ensemble. Et puis on est assez bien. Tu me sembles pas trop recroquevillé. Marc, je vais te dire la vérité, ça me rappelle. Non, ça va. Ça me rappelle mes premiers voyages. Pour aller jouer l'Australian Open en classe éco. Ah oui, en classe éco. Oui, mais non, là, on va pas rester trop longtemps. C'était comme ça 24 heures. Ok, moi je trouve qu'en tout cas, on est vraiment bien dans ce taxi. Puis on profite de remercier, pendant qu'on y est, Cédric, évidemment,
de Taxiphone. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous et puis bonne suite à toi. Voilà, ça a été assez long comme émission, on en convient, mais passionnant tout le temps avec Marc, qui a beaucoup de choses à dire sur le tennis. Merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très bientôt pour cette rubrique Taxiphone Premium, dont le but évidemment est de se balader à travers Genève. Et là on est juste devant des bateaux, juste devant la Harade. On va peut-être se quitter sur deux images si mon ami Benoît Perret-Gentil de chez Cornland arrive à filmer peut-être cette belle rade avec les bateaux. À très bientôt en tout cas sur cette antenne de Direct News. Ciao.